Bonjour à tous, nous voilà donc pour le bilan de Shira. Bonjour Brian, Salut. bonjour Grégoire, Bonjour. bonjour Xana, Bon. bonjour Volcano. Bien le bonjour. Et bien c'est parti pour les meilleurs points de la série. Donc mon cher Brian, je t'en prie. Alors, on va commencer par les meilleurs points de cette série. Alors, en numéro 3, j'ai mis l'action, parce qu'on a, voilà, on a une très bonne chorégraphie, de très bons combats. Et ça va m'amener à mon numéro 2, c'est-à-dire l'univers. Donc, l'univers qui accompagne, ça rend l'action encore meilleure, justement. Donc, franchement, j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup, certaines choses qui ont été, ins introduites, comme par exemple le postulat de départ avec, She-Ra qui est élevé du côté des méchants pour se ranger du côté des gentils. Donc, et tout ce qui va ensuite. Donc on a quand même pas mal de moments de rédemption là-dedans, mais malheureusement il y a quelques problèmes qui vont avec, mais je vais revenir. Et ça va m'amener également à mon point numéro 1. Cette série a de très bonnes ambitions. Donc, comme je l'ai dit, les gens, eux, sont assez forts. On a des situations qui sont, vraiment intenses, en particulier dans la saison 3. Donc ce qui donne une série assez bonne grâce à ses bons points. Malheureusement, il y a le reste aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les bons points de cette série. Grégoire, c'est à toi. Hmm. Alors, mon premier point positif, c'est que c'est une série classique mais efficace, que ce soit au niveau de son scénario ou de ses personnages. Ils sont certes un peu clichés, mais c'est des clichés que je trouve acceptables la plupart du temps. Le deuxième point positif, c'est qu'on a un bon character design et animation. Et le troisième point positif, c'est tout ce qu'on nous montre à propos de l'univers, que ce soit sur Etheria ou dans l'espace. Et la petite mention honorable, c'est la représentation LGBT, même si ça n'a rien d'étonnant en ce moment et que la première série Syrah le faisait déjà. C'est bon. Volcano. Euh, bon, ben, moi, je pense que je suis globalement d'accord avec le reste, c'est-à-dire numéro 3, je mettrais bien l'univers qui est sympa. Enfin, au début, j'ai dit ouais, sans plus. Dans l'univers, j'étais pas totalement à fond, mais à partir de la saison 5, quand on commence à partir dans l'espace et tout, là, j'ai un peu plus accroché. Donc, numéro 3 univers. Numéro 2 numéro 2 l'action, voilà, qui est sympa. Numéro un, comme les autres, quoi, les ambitions. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Xana, c'est à toi. Pour les meilleurs points, alors en mention honorable déjà, parce que j'ai une petite mention honorable quand même, c'est entre Apta et Hordak. Même si c'est une relation qu'on voit pas beaucoup, c'est quand même une relation que je trouve quand même intéressante de par d'un côté l'aspect obsessif de la perfection et l'autre qui est en mode sauf que c'est l'imperfection qui est beau. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai. Ça c'est un thème que j'ai beaucoup aimé mais qui n'a pas été tant abordé que ça et qui a été un peu passé un peu vite fait dans la saison 5 en mode cache la misère. Voilà. Ensuite, du coup, pour les meilleurs points, alors déjà, on a un style graphique pas trop mal. Ça, c'est un truc à noter, c'est que le style graphique est bon, il est un peu simpliste, mais il passe bien. Il y a de bons, il y a de belles images, il y a de beaux décors. C'est pas trop mal. Ensuite, la proactivité des personnages. Parce que ça, c'est un truc que mon expérience récente a fait que, au final, c'était pas si évident que ça. C'est que les personnages, que ce soit du côté gentil ou méchant, ils se bougent les miches. Pas forcément pour faire des trucs intelligents, mais tu sens qu'ils se bougent les miches dans leurs conflits. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu dans beaucoup de séries récentes, hein. Et ça mérite d'être souligné, mine de rien. Donc, on a des personnages qui ont un problème et qui se bougent le cul pour essayer de le résoudre, même si parfois ils ont des décisions un peu débiles. Et enfin, meilleur point, certains méchants. J'en reviendrai.
Ok, ben pour moi, ce sera numéro 3, certaines scènes d'action, numéro 2, certaines idées de thèmes, comme les fondateurs non manichéens, et numéro 1, les ambitions initiales, mais c'est foiré, par l'excitation, par tout le reste, dont les gangs débiles en permanence, etc., et même avec Mayo là-dessus. Du coup, eh bien, c'est la partie les pires points de la série, donc Brian. Alors, je vais pas faire de mention déshonorable cette fois-ci. Mon point numéro 3, je vais mettre le mélange de tons parce qu'on a un ton sérieux qui est très bien fichu, mais c'est souvent gâché par des gags. Faut que ce soit certes, l'humour, il y a il y a un bon humour, mais surtout, malheureusement, il y a un humour qui est assez discutable parce que ça va m'amener à mon point numéro 2, les remplissages. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais par exemple, il y a des épisodes comme Soirée entre mecs ou le délire, les stratégies dans la saison 2, j'ai oublié l'épisode 4, il me semble, ça n'apporte rien à l'histoire centrale. Donc, ouais, ça gâche vraiment, ça vous gâche vraiment le visionnage de la série parce que, numéro 1, tout se passe trop vite, en particulier dans la saison 5, parce que comme je l'ai dit, à cause de mon point numéro 2 avec les épisodes de remplissage, heu, on a l'impression qu'il y a une énorme accélération dans l'histoire, en particulier dans la saison 5 et parce que les développements se font trop vite. On n'a pas d'épilogue, on n'a pas d'épilogue et on ne s et un certain développement ne va beaucoup trop vite. Donc, et ce qui devient assez énervant quand on y repense. Donc, je laisse la parole au suivant. Voir. Donc, mon premier point négatif, c'est la gestion du rythme. Si en saison 1 et en saison 3, on s'en sortait à peu près bien, ce n'est pas le cas des saisons 2, des saisons 4 et encore pire de la saison 5, où on perd beaucoup de temps pour rien, temps qui est déjà limité par le nombre d'épisodes qui n'est pas si élevé que ça. Et si je peux accepter à la rigueur d'une série épisodique à la My Little Pony ou Miraculous Ladybug, dans une série avec un gros fil rouge comme Syrah, c'est bien plus dur à avaler. Surtout quand c'est beau, Surtout quand ces pauses dans le scénario ne servent même pas à développer des personnages ou des pans de l'univers laissés dans le flou comme tout ce qui tourne autour des fondateurs. Deuxième point négatif, la cohérence. Plus la série avance, plus on accumule les incohérences, en particulier encore une fois dans la saison 5, qui a réussi l'espoir d'être totalement en désaccord avec tout ce que racontaient les 4 premières saisons, en particulier autour de 4A. C'était à se demander si les scénaristes n'avaient pas été remplacés par l'enfant de la productrice et que c'est son script que les animateurs ont animé par erreur. Troisième point négatif, l'humour, souvent hors sujet avec de contextes de guerre et très souvent au détriment des garçons, réduits au rang de comic relief quand ce ne sont pas des méchants ou les deux en même temps. Quand je pense que Win Club a plus de respect pour ses spécialistes, ça veut tout dire sur le niveau de Syrah. Et la mention déshonorable, l'importance très bancale des princesses en dehors de leur épisode d'incro. Le groupe qu'elles forment est rarement mis en avant quand elles n'ont pas l'instant d'être rebootées comme Glacia. On recherche toujours la Glacia de la saison 1 au passage. C'est bon. Tu estimes qu'être beauté comme Glacia, c'est une chance? C'est ironique. Désolé. Du coup, Volcano, c'est à toi. Alors, j'hésite à le mettre en numéro 1 ou en numéro 3. Je vais le mettre en numéro 3. Une série qui repose un peu trop sur, du cliché. Alors, vous allez me rétorquer le truc de: «C'est cliché, mais ça fonctionne». Non. Il y a des trucs qui pour moi, j'en ai un peu ras-le-bol de voir. Comme par exemple, saison 1, les espèces de disputes entre Cynthia et sa mère. Typiquement le genre de truc, que j'ai un peu ras-le-bol de voir. Au secours. Et surtout, la fin de la saison 5 où ça se termine en tout le monde est content, voilà, on est content, le méchant a été vaincu. C'est tellement d'une niaiserie en plus. Donc non, il y a des clichés dans cette série qui sont insupportables et j'aurais préféré qu'elle les évite. Numéro 2, c'est le ton.
Voilà, c'est l'humour, qui est désagréable par moment. Et numéro un, alors c'est là que je vais nuancer par rapport à un point positif, c'est j'avais mis le potentiel. On est tous d'accord pour dire que le potentiel, que cette série avait le potentiel d'être géniale, mais elle gâche tout. Donc c'est ça, mon numéro un, c'est un potentiel gâché. Choses qui sont rushées, bref, tout a déjà été dit. Voilà, c'est à toi. Alors, pour les pires points, déjà, on va mettre les défauts de ton. Alors ça, c'est un truc que je supporte de moins en moins dans les séries occidentales, c'est que on essaie de mettre en place un aspect sérieux, mais on a de l'humour de merde qui s'assume pas derrière, quoi. On a de l'humour comme si, en fait, on voulait faire un truc sérieux, mais qu'en même temps, on n'assumait pas, en fait. Ça, c'est un truc, par exemple, on met en place un contexte de guerre, et de l'autre côté, on met un connard qui crame des bateaux, et on met un cheval qui fait chier tout le monde. C'est. En fait, c'est un peu. En fait, c'est de l'humour qui va pas avec le reste. Bon, il y a l'aspect aussi un peu gamin de Saint-Ia au début, bon, ça à la limite. C'est un peu la saison 1, donc je pardonne quand même. On a des disputes qui deviennent vraiment lourdes, surtout dans saison 4. On a un problème de ton qui fait que qui fait qu'il y a qui fait qu'il y a qui fait que ça colle pas quoi. Qu'on soit d'accord, je ne suis pas contre l'humour dans une série, mais il faut que dans une série sérieuse, je ne suis pas contre de l'humour. Je suis fan de Fairy Tail et de Dead Zero, alors que bon, il se passe des trucs très graves et de l'autre côté, t'as des trucs très cons. Mais le mixage se fait d'une meilleure manière. Le mixage, il se fait pas dans un contexte où c'est super grave, il se fait à côté, quand la situation quand la situation est stabilisée. Voilà, quand il y a machin super vilain qui débarque, on fait pas des blagues. Quand il est là, on se chie dessus et on essaye de le combattre. Là, il y a pas trop ça, quoi. La menace, elle est constante. Voilà, bon, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a un manque de développement des protagonistes. Adora, notamment. Pendant les 5 saisons, elle nous tape un complexe de. Elle nous tape un complexe de l'imposteur. Alors, pour la Adora de la saison 1, pourquoi pas? Mais pour la Adora de la saison 4 et des saisons 5, je suis désolé, mais c'est bon quoi au bout d'un moment. Qu'elle se tape ce complexe-là en saison 1, d'accord, c'est logique. Parce que c'est elle. Elle vient de la Horde, elle vient de. C'est elle qui a l'épée, etc. Et, et elle a la fameuse épée. Donc pourquoi elle aurait l'épée d'un truc alors qu'elle est du camp d'en face? Ok, d'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà quoi. C'est. Oui. Je me répète, désolé. Et enfin, numéro 1, la saison 5. Elle commençait bien la saison 5. Seulement, bon, alors le méchant qui avait une certaine classe, il a été ridiculisé. La méchante qui avait une certaine classe, une certaine folie, elle est devenue toute gentille, machin. Et une autre méchante, et en fait, la seule méchante qui a une fin satisfaisante, c'était quelqu'un qui était déjà dans le camp des gentils depuis un moment, en fait. Génial. Génial cette saison 5. On pardonne tout à 4A pas parce qu'elle a eu un moment de remise en question. Non, 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 c'est parce que Adora est avec elle maintenant. Donc ça veut dire que si Adora l'avait rejeté, elle aurait pété un câble, elle aurait détruit tout le monde, elle aurait pris la place d'Ord Prime en fait. Ouais, d'accord. Certainement. On est d'accord que si Adora avait dit non à 4A, ça serait fini comme ça. Hein. Avec 4A sur le trône de la grande horde là. C'est quand même. Voilà. Donc, bien l'amour toxique, hein, surtout que, bon, vous vouliez faire du LGBT. Alors, j'ai juste deux noms pour vous Netossa, Tournelle. C'est bien de les avoir montrés en saison 5 pour montrer qu'ils avaient quand même quelque chose. Mais bon, ça aurait été bien de le montrer avant, quoi. D'accord.
C'est con, hein, parce que je les aime bien ces deux-là, mais voilà, on les développe pas, voilà. Bon après c'est encore une fois, ça va au manque de développement des personnages, quoi, des protagonistes. Voilà, c'est ça, tu des trucs qui sont là, mais qui devraient être développés, mais qui ne le sont pas. Voilà. Ok, bon ben moi, enfin, du coup j'avais 4 points, mais évidemment j'en ai 5, hein. Bon alors, quatrième point, la gestion des thématiques. Toutes les thématiques sont forcées. Et je parlerai même pas d'LGBT, parce que j'en ai strictement rien à péter en fait. Ça me fait ni chaud ni froid. L'écriture en numéro 3, dont la rigueur et le non-développement totalement nonchalant de trucs primordiaux à l'intrigue, qui sont faits totalement hors champ en fait. Tous ces trucs-là sont pas développés, on les fait totalement hors champ. Et pourquoi? Parce qu'on s'en tape pour faire des développements sans aucun intérêt de tout un tas de conneries. Je suis désolé. Foutage de gueule. Ensuite, numéro 2, non, non, non. Oui, ok. Numéro 2, le forçage absolu de couple parce que ta gueule, on s'en fout de détruire l'intrigue et toute la cohérence, mais on force nos couples parce que fanfiction, ta gueule. Numéro 1, les guignoleries de merde, comme Mayo. Et numéro 0, parce qu'au final il y en avait 5, la saison 5. Voilà. Du coup, ben, c'est le tour du top des épisodes. Donc, Brian. Bon, on va commencer d'abord par les mentions honorables. J'ai pensé d'abord à l'épisode 7 de la saison 1, Dans l'ombre de Mystacor. C'est l'épisode qui m'a permis de découvrir le potentiel du personnage de Ténébra. Parce que on voit un peu le côté manipulatrice, ce côté manipulatrice envers le personnage d'Adora. Donc, c'est qu'il prouve vraiment la dangerosité du personnage. Et aussi l'une des raisons pour laquelle j'apprécie vraiment ce personnage aussi. Et aussi comme mention honorable, l'épisode 4 de la saison 3, Moment de vérité. Alors, c'est l'épisode qui, grâce à ce qui a été mis en place dans les épisodes précédents, réussit à mettre en place la menace qui s'étend sur les 2 épisodes qui suivent. Et on a une tension assez forte et on a aussi, heu comment dire? On a des décisions de personnages qui sont assez fortes pour la suite. Je parle surtout de Catra parce que je vais pas dire que du mal côté Catra parce que dans cet épisode, elle est très bien aussi, même si j'ai quelques petits problèmes aussi dans cet épisode-là. Mais ce qui est la force de cet épisode pour moi, c'est surtout, Ténébra, enfin l'association Ténébra, Cynthia et ça marche dans cet épisode-ci. Et il y a aussi oui, on peut aussi parler, de de ce qui va se passer dans les saisons qui suivent autour de ces 2 personnages-là. Maintenant mon top 3. Numéro 3, épisode 11 de la saison 1, Promesse. C'est l'épisode qui a permis à Catra de passer du côté pas obscur, mais du côté, des méchants qui est bien décidé, à choisir son camp. Elle a choisi le camp de la Horde, donc c'est vraiment à partir de cet épisode-là que commence sa descente aux enfers. Enfin, descente aux enfers, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir de là qu'elle commence vraiment à devenir une antagoniste assez forte. Donc voilà, voilà. Donc c'est vraiment ça fait vraiment le côté, méchant le côté obscur de Catra. Numéro 2, épisode 6 de la saison 3, Le Portail. C'est le final de la saison 3. On a, même si ça a été très bien mis en place dans l'épisode précédent, c'est vraiment, les conséquences de tout ce qui a été fait, dans l'épisode précédent. Donc on a vraiment un final de saison très bien fait, heu, accompagné d'un sacrifice que moi j'apprécie beaucoup. C'est un peu dommage que le personnage en question, n'était pas si bien que ça à la base, mais au moins j'apprécie vraiment son sacrifice et surtout les conséquences qu'il y a derrière. Donc c'est-à-dire, Cynthia qui monte au pouvoir. Donc et numéro 1, épisode 6 de la saison 2, Béatrix. Ah ouais, bon, ce prénom par contre, ça j'ai jamais compris ce titre-là, mais c'était l'épisode des origines de Ténébra et je regrette qu'on n'a pas des épisodes comme ça
dans la série parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et surtout qu'on montre comment elle a été, de, enchanteresse à Mystacor au personnage qu'on connaît et je trouve ça très bien fichu et ça montre vraiment, heu, les intentions du personnage et ça explique vraiment, ses intentions à elle et ça j'aime beaucoup donc voilà, c'est l'épisode qui a vraiment appuyé mon appréciation du personnage. Voilà, je laisse la parole à Grégoire. À mon tour. Donc, on commence par l'épisode. Mon numéro 3 sera Béatrice, sera aussi Béatrice. Donc, c'était l'épisode centré sur le passé de Ténébra, alias Béatrice, alias tisseuse de lumière. Oui, les noms, c'est vraiment pas le point fort de cette série. Bon, alors j'ai beaucoup aimé l'ambiance magique de cet épisode, leur version du Conseil Jedi, et comment Ténébra finit par devenir celle qu'on connaît, ainsi que ses liens avec Mika. C'était la meilleure origin story de la série. En même temps, c'était la seule origin story de la série. Numéro 2, moment de vérité. En réalité, j'aurais pu mettre toute la saison 3 à cette place, mais comme j'ai droit qu'à un seul épisode, j'ai donc choisi son point culminant, celui où Cynthia prend les choses en main et demande de l'aide à Ténébra pour sauver Adora, avec toute l'alliance des princesses en prime. Bon, on les voit pas beaucoup, mais on les voit un petit peu quand même. Et où Catra pète un boulon, conduisant logiquement au grand final de la série. On était vraiment dans l'apogée de la série à ce moment-là. Et mon numéro 1, c'est le bal des princesses. Bon, ça c'est totalement personnel parce que j'adore l'ambiance de cet épisode. Le mélange entre à ce gala de My Little Pony et du bal de la Lune Rouge dans Star Butterfly, qui met l'emphase sur les émotions et sentiments des personnages, en particulier Catra et Adora, qui présente Glacia sur son meilleur jour de souveraine zone mais autoritaire, et qui prend même la peine d'avancer le scénario. Que demander de plus? Ah oui, des fanfictions. Mention honorable pour l'épisode pilote, l'épée. C'était franchement un bon... C'était franchement un bon double épisode Je recommence. C'était franchement un bon double épisode de démarrage qui posait bien le contexte du côté de la Horde et de l'Alliance, qui introduisait correctement les personnages principaux et promettait des choses intéressantes par la suite. On peut pas dire que ces promesses ont été entièrement tenues, mais ce n'est pas la faute de cet épisode. C'est bon. Volcano. J'ai pas de mention honorable, hein. Numéro 3, franchement, je dirais les 2 derniers épisodes de la saison 3. Rien d'autre, pas grand-chose à dire là-dessus, hein, c'était très bon. Le délire sur, enfin, l'histoire sur la réalité qui se déforme à cause parce que Catra, elle a activé le portail, donc du coup, la réalité, elle est complètement détruite. Elle se désintègre, je sais pas comment on peut dire ça. Puis il y a les conséquences derrière aussi. Numéro 2, Béatrix. L'épisode qui se centre sur les origines de Ténébra. C'était sympa. Et numéro 1, j'hésite. J'hésite vraiment. Je dirais. Non, je sais pas le numéro 1. Axana. Moi, j'ai 2 mentions honorables. Alors, la première, c'est l'épisode 9 de la saison 1. Aucune princesse ne sera abandonnée, parce que c'est la réunion des Avengers des princesses, quoi. Bon, vu ce que ça sera plus tard, cette fameuse réunion des Avengers, voilà, c'est un peu décevant, quoi. Mais voilà, c'est l'attaque du rocher de la peur avec toutes les princesses en mode bien stratégique, etc. Et j'avoue que c'est un moment qui est très cool. Il y a de la bonne action, il y a de la bonne tension. Bon, la fin est un peu voilà, mais elle passe correctement. Non, franchement, c'était de la bonne action avec des bons moments de personnages. Ensuite, deuxième mention honorable, Béatrice, donc épisode 6 de la saison 2. J'aurais pu le mettre dans le top celui-là, mais disons que le côté Ténébra qui passe direct de Mystacor à la Horde,
C'était trop rapide. C'est un peu ça qui m'a fait relativiser, sachant que bon, elle s'infligeait tout ça pour combattre la Horde de base. Donc le fait qu'elle passe direct à la Horde parce qu'elle s'est fait repousser, ouais. Tu voulais pas essayer la résistance avant Tu voulais pas essayer d'approcher quelques princesses avant non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et donc, pour le top, on arrive donc. Alors, en numéro 3, c'est Souviens-toi et Le Portail, donc c'est le diptyque de fin de saison 3. Bah, en fait, techniquement, j'aurais peut-être pu mettre toute la saison 3, mais bon, il y a des moments, il y a un peu de moments de creux, et puis bon, j'ai que 3 épisodes, donc voilà. Bon, c'est le final, avec tout ce délire de réalité, avec les moments de personnages, donc que ce soit Scorpia, bon, que ce soit Mika, Angela que bon, qui a pas servi à grand chose, mais bon, voilà quoi. Le sacrifice de fin qui était plutôt, qui était assez poignant en quelque sorte. Et ouais. Ensuite, en numéro 2, c'est saison 1, épisode 7, c'est Dans l'ombre de Mystacor, parce que c'est tout le truc de l'emprise de Ténébras sur Adora, qui est vraiment un truc qui a plutôt été bien traité du début à la fin, ça j'avoue. Que la relation Ténébras-Adora, elle a été plutôt bien traitée, je trouve. Du début à la fin. Et donc, on a bien cette emprise, le fait qu'elle manipule tout le monde, qu'elle arrive un peu en mode senior Sith à duper tout le monde et à faire douter Adora. Ça, j'avoue, c'était pas mal. C'est vraiment un épisode qui montre bien la badassitude de Ténébras. C'est plutôt cool. Et enfin, en numéro 1, c'est le bal des princesses. Parce que tout le jeu de dupes entre Catra et Adora, avec Catra qui joue avec Adora qui fait diversion, et les Flèche d'Or et Cynthia qui se font capturer, Glacia qui est le seul épisode où Glacia est sympa en fait. Voilà. Qui fait son rôle correctement. Non, il y a un petit contexte politique qui sera pas repris après, malheureusement. Mais tout le délire de jeu de dupes, de tout ça, avec, bon, avec Entrapta qui passe pour dire bonjour, les autres personnages qui sont là, Scorpia qu'on apprend que c'est une princesse à ce moment-là. Non, franchement, c'est peut-être le meilleur épisode de la série, en fait. Intrinsèquement. Voilà. Ok. Eh ben, pour moi, bah, je pense qu'en mention honorable, bah, vous allez avoir Promesse. Non, faut que je le reprends. Il y a les ombres de Mystacor euh, et Promesse. Ensuite, en numéro 3, ben, ça va être Béatrix. Numéro 2, ça va être Le Portail et Souviens-toi. Enfin, les deux derniers de la saison 3. Et numéro 1, ben, ça va être Le Bal des Princesses. Surtout pour sa deuxième moitié que sa première moitié. Enfin, ouais. Enfin, globalement, c'est ça les meilleurs, mais je saurais pas trop donner l'ordre, en fait. Parce qu'en fait, oui, même Le Bal des Princesses, il y a la première moitié qui est moyenne. Mais bon. Enfin, voilà, je sais pas quoi l'ordre mettre. Mais c'est les meilleurs de la série. C'est sans doute les deux derniers de la saison 3. Béatrix, Promesse. Les ombres de Mystacor et le portail et oui, ça. Voilà. Du coup, bah, c'est le tour des pires épisodes de la série. Brian, Alors, en pire, je commence d'abord par les mentions déshonorables. Déjà, j'ai pensé à Couloir, donc épisode 3 de la saison 5. Alors, cet épisode, on va dire, c'est un peu le début les débuts des emmerdes, on va le dire, en ce qui me concerne mon visionnage, parce que l'épisode se termine avec une scène de sacrifice vraiment intense, mais avec le mauvais personnage. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième mention déshonorable, à l'aveuglette. Donc, épisode 8 de la saison 5. Donc, nous avons un épisode qui ne sert à rien. On a juste une dynamique de groupe qui est vraiment ennuyante à mourir parce que on a Katja qui a eu sa rédemption et du coup, tu as Flèche d'Or et Satya qui font des remarques en disant qu'elle est trop mignonne quand elle fait quelque chose. Ça devient lourd. Surtout que ça raconte rien. Vraiment, ça raconte rien. Top 3 maintenant. Alors, euh, en numéro 3, j'ai mis le cœur, c'est-à-dire le double épisode final de la série. Donc oui,
En fait, comme je l'ai dit avec dans les défauts de la série, tout va trop vite. Et cet épisode en est la preuve parce que, comme je dis, tout va tellement vite et on part dans des délires qui, pour moi, et sont complètement incohérents avec ce qui a été mis en place, en particulier un certain couple, dont je ne tairai le nom. Et comme je l'ai déjà dit aussi, on a une absence d'épilogue, donc euh, du coup, franchement, quand j'ai vu ça, je me disais, mais c'est tout, c'est vraiment ça en fait, tout ça pour ça. Et alors, en numéro 2, épisode 5 de la saison 5, Au secours du chat. La rédemption de Catra, bordel. On voit on parle d'un personnage qui a réussi à se montrer vraiment comme une connasse dans les épisodes précédents, qui se fait manipuler par le grand méchant final. Donc, en gros, c'est une marionnette. Et elle est beaucoup moins dangereuse qu'elle avait été avant. Et ça n'aide pas du tout avec la fin de l'épisode quand elle a eu droit à sa rédemption, quand elle se fait accepter assez facilement. Et c'est pas aidé par le fait qu'on la pardonne assez vite, en particulier à Dora. Numéro 1, au passage, tous les épisodes que je viens de citer sont des épisodes de la saison 5. Sauf le numéro 1, épisode 8 de la saison 4, Soirée entre mecs. C'est vraiment l'épisode où tu te dis, mais il ne raconte rien, ça ne fait progresser rien du tout. Le pire, c'est que l'épisode commençait pas trop mal, quoi. Donc, avec une scène d'action assez intense, avec le sauvetage des habitants. Mais le problème, c'est que on se centre beaucoup trop sur Fougor, Faucon des mers et Flèche d'or pour une histoire qui tient ni queue ni tête. Même si j'apprécie les chansons de cet épisode, franchement, il est très difficile à regarder. J'ai pas été jusqu'à mettre un pouce rouge, mais croyez-moi, c'est vraiment le pire en ce qui me concerne. Au suivant. Grégoire. Donc, je vais commencer par la mention déshonorante avec l'épisode final Le Cœur, qui n'était pas un si mauvais épisode que ça. Il était juste trop russé pour conclure une saison 5 encore plus russée, et une fin tellement niaise que même My Little Pony n'aurait pas osé. Et maintenant, j'arrête des Antilles et je sors la tronçonneuse pour le flop des épisodes, en commençant par le numéro 3, Au secours du ça. Alors pourquoi je n'aime pas cet épisode? Eh bien parce qu'il représente tout ce qui ne va pas dans la saison 5. Une saison qui avait un rythme catastrophique, une cohérence aux fraises, un méchant final aussi plat que le fond de ma baignoire, et le pire, c'était la rédemption de Catra. Rédemption qui n'avait pas le moindre sens après sa tentative de découvrir le monde dans la finale de la saison 3. C'était pas en quelques épisodes, une saison ou plusieurs saisons qu'on pouvait remonter un personnage qui était tombé si bas. Ou alors c'était avec le meilleur scénario du monde, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans cette saison 5. Le seul truc encore pire qu'on aurait pu faire serait d'avoir fait une relation entre Adora et Catra, ce qui est bien sûr totalement ridicule, à moins que Adora soit ma saucisse et que Catra ait eu un gros coup sur la tête. Le même coup qu'ont dû recevoir les scénaristes. Enfin bref, dans cet épisode, nous avons donc le pire plan d'infiltration de l'histoire de la part de nos héros, qui auraient dû tous se faire attraper et tuer si Oprah n'était pas trop occupé à contempler son reflet dans un miroir. On a introduit un personnage pas très utile, j'ai nommé Faux Hordak. Nous avons Adora qui veut sauver Catra parce qu'elle a sauvé Scintilla juste avant. Ça veut dire qu'elle est gentille. Et bien sûr, nous avons le retour de Syrah invoqué par le pouvoir de l'amour et grande forcé. Allez vous faire enculer. Donc, le deuxième pire épisode, numéro 2, les mystères de la mer. Le genre d'épisode que je ne supporte pas dans cette série. Nos héros qui agissent comme des andouilles dans des situations sérieuses, avec une quasi-totale perte du temps, une quasi-totale perte de temps, un humour aux fraises et une très mauvaise parodie de Hercule Poirot. Et il n'est que deuxième à cause de la scène de fin et surtout à cause du numéro 1 prise aux œufs. Alors je veux bien admettre qu'on puisse le trouver drôle, mais moi il m'a pas fait des masses rire cet épisode, parce que c'est n'importe quoi. Du gros délire des personnages en mode idéaire, alors qu'ils sont dans une putain de guerre juste à la fenêtre de leur château,
Scorpia qui avale toutes leurs conneries et qui résiste beaucoup trop bien à Syrah pour que ça soit logique. Les pauvres recrues qui se demandent ce qu'elles font dans cette galère. Bref, c'était juste un épisode gag pour le remplissage et du gaspillage dans une série qui n'a déjà pas le temps de développer quoi que ce soit dans ses intrigues. C'était juste du sabotage. Au suivant. Volcano. Bon bah, moi, j'ai pas de mention honorable. Par contre, numéro 3, heu, ça sera Soirée entre mecs. Voilà, pour les mêmes raisons que tout le monde, c'est on a la horde qui gagne du terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait une soirée entre mecs. Super, hein, super, super, super. Numéro 2, prise au jeu, épisode 4 de la saison 2. Heu, alors, cet épisode, c'est un espèce de plaisir coupable, mais qu'est-ce qu'il fout là, en juste? Honnêtement, je me pose la question: «Qu'est-ce qu'il fout là?» Bah, il a rien à foutre là, en fait. Donc 0 utilité et donc je peux juste pas, même si c'est un plaisir coupable. Et numéro un, comme j'arrivais pas à me décider, j'ai mis tous les épisodes qui sont centrés sur la rédemption de Catra. Donc autrement dit, la rédemption de Catra, elle commence vraiment à partir de l'épisode 3 de la saison 5 et bah, elle se fait jusqu'à la fin de la série en gros. Et donc bah, je compte tous ces épisodes parce que non, pour moi, la rédemption de Catra, c'est du gros foutage de gueule. Elle n'était pas censée avoir ça. Pour moi, elle aurait dû rester méchante, une méchante jusqu'à la fin de la série. Et voilà, je passe au suivant. Nana. Bon, alors, dans les pires épisodes, eh bien, il y a l'embarras du choix. Alors, on va faire peut-être quelques mentions déshonorables. On va faire déjà l'épisode couloir, donc épisode 3, saison 5. Parce que 4A, hein, donc on envoie gentiment chier le final de la... On envoie gentiment chier la saison 5, on a bien vu que 4A, elle devenait de plus en plus tarée et qu'elle passait au point irrécupérable, hein, le point de Naruto. La saison On l'a un 3. peu oublié celui-là. Euh, quoi d'autre? Quels autres épisodes pourris on peut sélectionner dans les mentions déshonorables? Tout, tout, tout. Je regarde, il y a... Ouais, non, il y a surtout celui-là. Ah bah si, il y a aussi le final où c'est final arc-en-ciel, hein, bien entendu. Hein. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Les méchants ne sont plus méchants, etc. Ensuite, du coup, on va passer au plat de résistance, donc les pires épisodes. Bon, déjà on a les mystères de la mer. Alors, je veux bien un épisode en cas de Poirot, pourquoi pas. En plus, le twist à la fin est plutôt pas mal. Le problème, c'est que les gars, on les étire beaucoup trop pour rien. Mais beaucoup trop. Du coup, ce qui fait que, parce que pourtant c'est pas mal, hein, on a Ténébra qui s'allie avec Cynthia et Adora pour piéger, comment elle s'appelle, Doublia. Ça c'est pas mal ça. Il y a des trucs qui sont pas mal dans cet épisode, mais les gars, ça tire beaucoup trop pour ce que c'est. Et au bout d'un moment, bah du coup, ça plombe tout le reste, quoi. Encore une fois, on fait des trucs qui s'assument pas. On fait des séries sérieuses qui s'assument pas. On fait des gags qui ne s'assument pas en fait. Et c'est aussi le problème du numéro 1, bon, qui est soirée entre mecs. Oui, je saute du numéro 3 au numéro 1, hein, ouais, je fais n'importe quoi. En même temps, ce genre de séries-là font un peu n'importe quoi, donc moi aussi, je vois pas pourquoi je me ferais chier. C'est qu'encore une fois, on a du contexte sérieux, mais on a du gag de merde. Donc encore une fois, euh, c'est toujours cette même question. S'il y a du gag du merde dans un contexte sérieux, comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux le contexte sérieux? Ça, c'est un truc que les ricains, ils ont du mal à comprendre avec leurs séries récentes. Hein. C'est que tu peux pas faire du con par-dessus du sérieux. Tu peux faire du con à côté du sérieux, mais pas par-dessus. Tu peux faire des blagues qui sont dans un contexte sérieux, ça arrive. Même les Français, ils savent faire ça, j'ai envie de te dire.
Mais les ricains, ils y arrivent pas, hein. J'ai pas l'impression qu'ils y arrivent, hein. Ça fait un moment que dans les séries récentes aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les ricains arrivent à faire quelque chose. Et soirée entre mecs, c'est le symptôme parfait. C'est le symptôme parfait. Et donc, numéro 2, parce que, ouais, parce que j'ai fait le numéro 2, bah, c'est Au secours du chat, parce que, bon, on avait Earth Prime qui, bah, il en imposait, mine de rien, dans les premiers épisodes de la saison 5, hein. Il avait ce côté menaçant, ce côté très calme, très posé, mais tu sens que tu dois pas le faire chier, quoi. Même Catra avait les jetons devant lui. Et pourtant, à cet épisode-là, mais le mec, c'est juste un crétin. Le mec, c'est juste un débile. Il n'est pas efficace pour dessous. Le gars, il est censé être omnipotent, etc. Il voit pas qu'il est en train de se faire piquer un de ses clones, que ses installations sont en train de se faire foutre en l'air. C'est un débile. C'est à ce moment-là qu'Orprime, il perd toute crédibilité. C'est à ce moment, ouais, cet épisode-là, c'est l'épisode de la bascule. C'est à ce moment-là où la saison 5 partait de intéressant à nul à chier. Ouais. C'est con, hein, parce que bon, s'il avait passé plus de temps à diriger son empire qu'à se masturber en pensant à sa propre personne, ça aurait été peut-être intéressant, mais voilà. Tant pis. C'est... non, mais Lord Prime, il est triste à souhait, en fait, c'est très triste. Il est vraiment triste comme méchant. Ok, bon. Alors, je préviens, moi aussi, ça va être un peu le bazar, mais c'est pas grave. Bon, alors, les mentions déshonorables, vous avez pris au jeu, parce que bon, soit cet épisode est drôle, mais en fait, il a rien à foutre là, et c'est du n'importe quoi. Mais en soi, il est drôle, donc je l'aime bien, mais c'est dans les mentions déshonorables quand même. Il y a, euh, il y a le cœur, parce que le final en soi, techniquement en soi, s'il n'y avait pas toute la série derrière, il serait correct. Mais le problème, c'est qu'il y a toute la série derrière, donc c'est n'importe quoi aussi. Je vous laisse voir la vidéo qu'on a faite dessus. Enfin, ce que j'ai dit dans la vidéo qu'on a faite dessus. Et vous avez dans le troisième couloir, j'ai dans les mentions déshonorables, parce que 4A. Voilà. Et ensuite, le dur du dur, alors. Vous avez les mystères de la mer, parce que c'est du n'importe quoi la plupart du temps, et non, voilà, c'est les autres qu'on a déjà parlé. Numéro 2, bah, c'est Au secours du chat. Parce qu'au secours du chat, je vous laisse voir ce que j'ai dit dans notre vidéo respective, mais c'est le grand n'importe quoi. Les héros sont complètement débiles et font absolument tout ce qu'il faudrait pas faire. Le méchant principal, c'est la même chose. L'amour et conte de fées, j'en parle même pas. Et la rédemption 4A, voilà. Et numéro 1, ben ça entre mecs, parce que c'est de la merde, voilà. Du coup, ben, on va pouvoir passer au top des persos. Donc les meilleurs personnages, Brian. Alors, je commence d'abord par les mentions honorables. Je commence d'abord par Hordak, pour moi, qui est une très bonne antagoniste en ce qui me concerne. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup ses motivations. Ce qui l'empêche vraiment d'aller dans le top 3, c'est son développement dans la saison 5. Et c'est dommage parce que il méritait beaucoup plus que... Il mérite une rédemption, mais pas comme ça. Pour moi, franchement, il y avait moyen de faire quelque chose d'assez fort au personnage. Vous les foirer et ça l'empêche d'aller dans le top 3. Tandis que, comme autre mention honorable, alors c'est complètement personnel, mais dites-vous que ces personnages en question, je regrette qu'on les voit pas assez souvent parce qu'on ne les voit que en 2 épisodes. Ce sont les pères de Flèche d'Or. Alors, pour moi, ce duo, ils me font rire. Enfin, ils me font rire, ils me plaisent. J'aime bien leur délire d'historien, mais je regrette juste qu'ils n'ont pas une énorme importance dans l'histoire parce que c'est eux qui font progresser l'histoire, en particulier dans le deuxième épisode dans lequel ils apparaissent. Et c'est dommage, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont une dynamique qui est assez amusante, mais on leur donne pas assez d'importance. Brian, je te laisserai pas Et dire c'est... qu'il faut avancer l'histoire. Non, ils apportent le MacGuffin qui résout tout le Oui, scénario. c'est ce que je voulais dire, mais je voulais dire de manière plus gentille. Toi, tu le dis carrément cash, tu vois. Bah ouais, je suis désolé, hein.
Ouais, bah, c'est tout à fait ça, en fait, c'est ça le truc, quoi. Voilà, je vais commencer par le top 3 dans ce cas. Numéro 3, Entrapta. Alors Entrapta, alors malgré tout le mal que je peux dire de la saison 5, c'est le personnage qui brillait le plus. Voilà, et c'est le personnage qui me faisait le plus rire dans la saison 5, même si je reconnais que le personnage devient plus un gimmick qu'autre chose, mais j'avoue qu'il y a quand même des trucs autour de personnages que j'apprécie, en particulier, surtout en début de saison 2, de saison 5, avec l'épisode 2, je veux dire. Donc, voilà, moi j'aime bien ça aussi, mais comme je l'ai dit, c'est un personnage qui arrive à me faire sourire, mais j'aurais préféré quand même aussi un peu plus, comment dire, un arc un peu plus satisfaisant, en particulier sa relation avec Hordak. Mais j'apprécie quand même l'humour autour d'elle. Même si ça a quand même assez mal commencé lors de mon visionnage de la saison 1. Voilà. Mais bizarrement, c'est pas ma princesse préférée parce que numéro 2, Scorpia. Alors, pour moi, c'est peut-être la rédemption de personnage la plus satisfaisante. Enfin, non, enfin, oui, la plus satisfaisante. En ce qui me concerne, voilà, parce que pour moi, c'est un personnage qui a une backstory qui est pas inintéressante, mais j'aurais préféré qu'on se penche là-dessus, mais j'apprécie quand même tout son développement, enfin, ce qui la pousse à enfin quitter la Horde, en particulier dans la saison 4, mais, mais j'aime beaucoup l'humour autour d'elle, j'aime beaucoup son optimisme, donc, et voilà. Donc, et l'humour autour d'elle est vraiment très bien. J'adore ce personnage, donc voilà. Mais pas autant que mon numéro 1, Ténébra. Est-ce que je dois vraiment justifier ça? Est-ce que tu as vraiment expliqué pourquoi? Parce que vraiment, ce personnage, je pense que j'avais déjà dit, la backstory autour d'elle, ses pouvoirs, ses décisions, euh, voilà, c'est vraiment ses motivations. Pour moi, le personnage est sans doute le plus sérieux. Peut-être aussi le plus tragique, maintenant qu'on y pense, parce que pour moi, c'est quand même le sacrifice, l'un des meilleurs sacrifices de la série, même si je reconnais qu'on aurait pu mieux l'aspouiller si la saison 5 n'accélérait pas. Mais voilà, pour moi, Ténébra est mon personnage préféré de toute la série. Je laisse la parole au suivant. Grégoire. Donc, pour les mentions honorables, je vais mettre Adora Hordak parce qu'ils remplissent bien leurs rôles respectifs. Ensuite, pour le top 3, ça a été plus par défaut, donc ça a été plus par défaut qu'autre chose que j'ai effectué mes choix parce que les persos remarquables, il n'y en a pas des masses dans cette série. Alors, numéro 3, Cynthia. J'apprécie son évolution, les rapports plus ou moins tendus qu'elle a avec beaucoup d'autres personnages, la façon dont elle utilise ses pouvoirs, et c'est plus ou moins tout. Ensuite, on a Ténébra, celle qui a la moralité la plus intéressante dans tous les personnages de la série, une méchante qui en impose, des éléments de background qui auraient pu être plus développés, comme la façon dont elle avait Adora et Katra, et un des rares personnages qui n'a pas trop souffert de la saison 5, tout comme en Krapta. Elle était pourtant pas bien partie au début avec elle, mais après avoir revu son épisode d'incro et qu'elle ait rejoint la Horde, j'ai commencé à l'apprécier. Elle et son petit caractère, sa philosophie sur la perception, son talent exagéré pour la technologie et sa relation avec Hordak. Voilà, c'est tout. Suivant. Volcano. Numéro 3. Non, non, mention honorable, Entrapta. Bon, elle aurait pu être dans le top, mais elle est un peu trop cheatée. Comme par exemple tout ce qu'elle apporte à la Horde. Bref, je la trouve un peu trop cheatée. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup de par sa personnalité, donc je la mets juste en mention honorable. Numéro 3, numéro 3, Santia, parce que je trouve que c'est la princesse la mieux traitée, en tout cas qui a le ratio sérieux gogol le plus acceptable. Même si dans la saison 1, ces disputes entre elle et sa mère, c'était un peu irritant. Numéro 2, Scorpia. J'aime beaucoup sa rédemption. Voilà.
Et numéro 1, Ténébras. Facilement. Et je m'arrête là. Zana. Pour les meilleurs personnages, bon. Alors, en mention honorable, Hordak, pour les mêmes raisons. C'est qu'il a un développement. C'est qu'il y a un développement intéressant autour de lui, mais qui va pas jusqu'au bout, malheureusement. À cause d'un certain personnage, que j'en parlerai de celui-là. Voilà. Ensuite, dans les meilleurs personnages, alors, on a déjà Scorpia, pour ce côté un peu. Bon, elle a plus un côté pathétique qu'autre chose, mais c'est. Voilà, quoi. Tu vois que. Bon, elle est victime de la relation abusive avec Catra, mais quand elle se libère et qu'elle passe directement à la rébellion, là, elle est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus épanouie, tout ça. L'arc de Scorpia, en lui-même, il est très bien. C'est un des rares trucs que la saison 5 a bien fait, c'est de conclure l'arc de Scorpia. C'est un des rares trucs que la saison 5 a bien fait. Hein. Voilà. Ensuite, Entrapta, alors c'est vrai qu'elle est un peu cheatée, mais elle est cheatée de manière logique. C'est-à-dire, bon, technologie à fond, et vu que c'est une série qui se base beaucoup sur la technologie, et pas tant que ça sur la magie, c'est logique, j'ai envie de te dire. C'est limite logique que la princesse de la technologie soit aussi balèze dans cette histoire. Et enfin, numéro 1, bah, Ténébras, hein, parce que c'est la méchante qui est la plus développée, c'est elle qui a les relations les plus complexes, que ce soit avec Mika, Cynthia et Adora, Catra aussi. Donc toutes les relations qu'il y a avec, autour de Ténébras sont fascinantes. Bon, la relation avec Hordak, elle n'a pas tant été si exploitée que ça, la relation avec Hordak, malheureusement. Qui est un peu dommage, parce que bon, elle a vite été jartée de la Horde, Ténébras, quand on regarde bien. Et au final, bah, ouais, c'est le meilleur personnage. Voilà. Ok, eh bien, bon. Les mentions honorables, je vous préviens, c'est les seuls personnages que je peux peut-être que je peux saquer de la série. Donc, ben, alors, bon, je vous dis d'avance, il n'y a pas Hordak, parce que, bah, je suis désolé, mais Hordak, il y a l'épisode final et c'est zéro. Il y a pas Mika, parce que ce mec est une blague, et toutes les relations qu'il pouvait faire un personnage intéressant sont pas faites, en fait, c'est-à-dire avec Ténébras quand il est adulte, etc., et retrouver sa fille, etc., non, que dalle. Donc, Mika et Hordak sont pas dans les honorables ni dans les top. Ensuite, bon, dans les honorables, vous avez Entrapta, vous avez Sorcella, vous avez Angela. Et maintenant, dans le top des persos, eh bien, Mara, numéro 3. Mara est numéro 3. Numéro 2, vous avez Scorpia, pour les raisons déjà évoquées. Et numéro 1, il y a Ténébras, parce que c'est le meilleur personnage de la série, et c'est tout. Voilà. Et bah du coup, Kael, si tu veux nous donner ton top des personnages. Merci Seb, bonjour à tous. Désolé pour mon petit retard. On rajoutera Donc du tes coup, mon... enregistrements au montage pour le début. Non mais si ça te dérange pas, je vais faire un rappel vite fait là de... J'en ai pour 3 mots pour chaque catégorie que vous avez fait pour le moment. D'accord. Donc pour moi, les meilleurs points de la série vite fait, c'est qu'on reprend bien la série originale en l'actualisant. C'est un très bon point. Les pires points, c'est le rythme très très mauvais de la série. On a des saisons qui ne racontent rien, des épisodes qui ne racontent rien et des fois ça va trop vite, notamment pour la saison 5. Le meilleur épisode pour moi, c'est l'avant-dernier de la saison 2, celui sur Ténébras, il est très bon. Et je pourrais rajouter à cela quelques épisodes avec beaucoup d'attaques, beaucoup de grandeur, comme le final de la saison 5, même si avec quelques incohérences. En pire épisode, pour moi, c'est le final de la saison 2 que je ne supporte toujours pas. Et donc maintenant, pour les meilleurs persos. Alors, pour avoir la liste détaillée de mes persos, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, une tier list. Mais du coup, je vous donne directement les 3 meilleurs persos. J'avais mis Scorpia, Ténébras et Hordak. Donc, je développe un peu plus dans la vidéo en question. Voilà. Juste pour rattraper tout mon retard. Ok, et ben du coup, bah, c'est le tour des flops des persos. Donc du coup, Brian. Bon, on va commencer. Vu que, comme on l'a dit, que la saison 5 était la pire, donc mention déshonorable, pour Hordak et Horde Prime. Pour Hordak, c'est une blague. Ce personnage ne sert à rien, c'est un boulet.
s'en voulait. La raison pour laquelle je l'ai pas mis et hors prime, c'est juste un méchant qui avait un énorme potentiel, mais qui devient vraiment un mauvais personnage. La raison pour laquelle je les ai pas mis dans le top, tout simplement, c'est parce qu'ils apparaissent que dans la saison 5. Bon, hors prime, bon, je reconnais qu'hors prime, il a fait une petite apparition dans la fin de saison 3 et en fin de saison 4. Mais comme je l'ai dit, on le voit beaucoup plus dans la saison 5. Et vu que ce sont des mauvais personnages en ce qui me concerne, ils méritent leur place dans le Mention des Honorables. Numéro 3, Faucon des mers. Alors, ce personnage, même s'il arrive quand même à me faire rire à certains épisodes, c'est un mauvais personnage. C'est un personnage qui n'apporte rien. Je vois vraiment pas son intérêt dans l'histoire. Il cherche juste d'excuses pour conduire nos héros à un endroit avec son bateau. Son délire avec son délire au bateau, j'ai pas compris non plus. C'est un personnage qui sert à rien. Numéro 2, Pogor. Oh, celui-là, je peux pas le saquer. Oh, celui-là, je peux vraiment pas le saquer. Je veux bien accepter l'humour autour de lui. Il casse le rythme de chaque épisode. Ce personnage est là pour faire du gag, juste pour faire du gag. Et j'arrive pas à rire avec ce personnage. Il y a juste 2-3 moments dans la saison 5 où il arrive à un peu touchant, mais c'est déjà trop tard. J'avais lâché le personnage bien avant. Et c'est pénible. Et je me rends compte que tous les personnes que je viens de citer, ce sont des mecs en fait. Je viens de me rendre compte que les personnes que je viens de citer, ce sont des mecs. Comme quoi, et c'est vraiment. On a envie de diaboliser les personnages masculins, c'est horrible. Parce que, mais c'est dommage parce que mon numéro 1 est un personnage féminin, et c'est Catra. Alors, ce personnage, comme a dit un certain youtubeur, c'est un très bon antagoniste. C'est une très bonne antagoniste. Mais elle est gâchée par son développement dans la saison 5. On ne peut pas faire une rédemption avec un personnage qui a une connasse finie pendant les saisons précédentes, où elle a décidé de tout foutre en l'air rien que pour sa pomme, et on la pardonne assez vite comme ça. Ça gâche complètement le visionnage de la série, et c'est vraiment dommage parce que le personnage, il promettait beaucoup, et, et sa rédemption fait tâche dans cette saison, dans cette série. Et c'est pas aidé par son couple de fanfic avec Adora. Voilà. On laisse la parole au suivant. Grégoire. Alors, donc, commencer la mention des honorables sera pour Zaspid. Déjà parce que j'aime pas les hippies. Ensuite, parce qu'elle est pacifiste au point que ça en devient ridicule. Sa relation avec Scorpion en saison 5 sort de nulle part. Et globalement, on lui a pas filé les meilleurs épisodes. Quitte à choisir une adepte des fleurs, je préfère encore prendre Flora de Club. Alors, pour le flop, c'est reparti pour Massacre à la tronçonneuse. Et on commence avec Hortprime. Teasé depuis la saison 3, Hot Prime s'est finalement montré aussi badass physiquement que décevant au niveau de sa personnalité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement con et son objectif se veut détruire l'univers pour y imposer la paix, je le trouve presque trop basique pour ce qu'il promettait, même pour un pâle clone de Palpatine. Il y a des méchants qui arrivent à être trop... Il y a des méchants qui arrivent à être de bons symboles du mal, Narcisse n'en fera pas partie. Deuxième pire personnage, ce cerf Faucon des mers. Ah, Faucon des mers. Non seulement j'ai dû refaire mon bilan de la saison 1 à cause de toi, parce que YouTube a bloqué ta chanson, mais en plus, ce personnage ne sert pas à grand chose dans la série, ne fait pas rire grand monde, et le seul marin de l'univers qui se dit que brûler des bateaux est une bonne idée. Il doit vraiment pas y avoir grand... Il doit vraiment pas y avoir grand monde de ces Serena pour qu'elle sorte avec un type pareil. Après, je préfère quand même légèrement Faucon des mers à Fongor. Je ne supporte pas Fongor. Il est encore plus inutile que Faucon, il bouffe encore plus d'oxygène que lui, et il est encore moins drôle. La seule impression positive qu'il m'a donnée, c'est quand je l'ai sens dans la lasagne et qu'il a constitué mon dernier repas. Yam. Au suivant. Pas le cadeau. Alors, franchement, mention déshonorable. Par où je commence? Hordak. Parce que, bon, déjà, au début de la saison 1, ça me paraissait être un méchant classique, inintéressant. Il se révèle un peu dans la saison 3 avec un passé
on peut le comprendre, mais malheureusement, il y a la suite. Il y a la suite avec, le final de la saison 5. Non seulement on lui fait une rédemption, mais en plus on l'accepte comme ça. Donc pour moi, destruction totale de personnage. Mais bon, on a développé une backstory, intéressante autour de lui, donc mention déshonorable. Ensuite, numéro 3, Fugor. Et il a une utilité, enfin, il me semble qu'il a une utilité au bout d'un moment, mais il est tellement dans le gimmick que j'ai l'impression qu'il a été créé que pour ça. Et c'est un peu pareil pour le numéro 2, Foordak. Alors, autant Fugor, il a une toute petite utilité, autant Foordak, mais je vois pas à quoi il sert dans la saison 5, hein. Il sert à rien. Il est juste là pour le gag, voilà. Pour le gag pas drôle, tu veux dire. Ouais, il est pas drôle. Il est vraiment pas drôle, il est plus gavant que drôle. C'est le personnage gimmick, complètement raté. Et enfin, numéro 1, heu, franchement, c'est Faucon des mers, quoi. Faucon des mers, qui avec sa putain de manie de vouloir brûler les navires. C'est pas étonnant que les autres pirates veulent le buter, hein. Je les comprends les pauvres, hein. Honnêtement, n'importe quel marin voudra le buter. Et je les comprends tellement. Bref, je passe au suivant. Bah, Kael, c'est à toi. Bah alors moi, tous ceux que vous avez cités pour l'instant, ça va à peu près. Il y en a que j'aime plus que d'autres, genre Faut qu'on émerge, je l'aime bien. Parce que pour moi, le seul vrai personnage que je ne supporte pas, hein, je l'ai dit à chaque fois qu'elle apparaissait dans un épisode, c'est Raz. Je déteste ce personnage. Pour moi, c'est juste une vieille folle, excentrique, qui est utile juste à faire avancer le scénario. On lui donne des pouvoirs inconsistants, on n'explique rien de bien sur elle, et c'est pénible, vraiment. C'est dommage parce que elle pouvait donner un truc intéressant, mais non, je ne déteste Raz. Donc pour moi, il n'y aura même pas de 3 ou de 2, c'est Raz et tout en bas. Voilà. Ok, Xana, c'est à toi. Bon, bah, on va passer au trio infernal. Mais avant ça, petite mention déshonorable pour les princesses du pouvoir. Alors, quand je parle des princesses du pouvoir, je parle du trio de base, c'est-à-dire Jasmine, Glacia et Sirena. Parce qu'elles n'ont pas de développement. Elles ont pas de. À part Jasmine et encore, ils n'ont pas de réel développement de personnage. Si on peut appeler un délire sur les cactus du développement. Non, mais encore, Jasmine, il y a tout le délire avec le fait qu'elle prenne Scorpion un peu sous son aile. Ça, c'est pas mal, ça. Mais Sirena, elle a aucun arc de personnage, où elle apprend, je sais pas, à être moins blasée, à plus supporter Faucon des mers ou quoi que ce soit, non. Glacia, elle a aucun arc sur le fait que c'est une enfant dans une guerre. Voilà. Il y a aucun arc là-dessus. En fait, ce sont des personnages fonction. Ils n'ont pas de réelle utilité ou quoi que ce soit. C'est juste des personnages fonction à qui on a collé une gimmick, en fait. C'est juste, c'est du niveau d'écriture de The Clone Wars, en fait. C'est que t'as un personnage, mais en fait, c'est juste un rôle avec une légère gimmick pour le démarquer des autres. Mais ça va pas plus loin. Ensuite, autre mention déshonorable, Fugor et Faucon des mers. Alors, c'est des comic relief bateaux, sans aucun réel intérêt, qui ne méritent même pas vraiment d'être dans le flop parce que bon, bah, parce que j'ai eu pire finalement. Et finalement, on va passer du coup à notre trio infernal. En numéro 3, Katra, qui était une excellente antagoniste dans les 3 premières saisons. Mais dès la saison 4, on a essayé un peu de faire une rédemption, mais la saison 5, ça a été une rédemption, mais totalement en mode, mais voilà comme je te pousse, en mode, vas-y, on te pardonne tout, on s'en fout que t'as failli détruire la réalité, on s'en fout que t'as condamné Angela à un exil éternel entre deux dimensions, on s'en fout. Voilà, on s'en fout de tout, en fait, et hop, voilà, t'es gentil. Voilà. Il n'y aura pas de conséquences, hein, quoi que ce soit, hein. Elle va pas essayer de réparer les dégâts ou quoi que ce soit, visiblement, hein. Non. Oh, non. Non, non, la fin de la saison, non. Voilà.
Ensuite, numéro 2, Fordak. Je déteste ce personnage encore plus que Faucon des mers et Fougor. Pour une raison toute conne. Expliquez-moi qu'on aurait pu changer si on avait remplacé par Fordak par Hordak directement. Ou pas rien du tout, hein. Je veux dire, ils auraient pu, à ce stade-là, on aurait pu directement jouer sur la facilité de qui chope Hordak de manière involontaire. Bon, ce serait très con, mais ce serait peut-être mieux au final. Ça aurait été peut-être mieux. Qui chope Hordak et qui ait une vraie dynamique méchant, gentil contre contre un ennemi commun. Avec, on aurait eu un peu les mêmes sketchs, un peu en mode avec Katrak dans la saison 5 qui était en mode putain, mais comment vous avez fait pour tenir tout ce temps face à nous, quoi? Ce genre de truc. Il y aurait pu avoir de véritables conflits pour battre Horde Prime. Ou sur la façon de battre Horde Prime, mais non. Des retrouvailles entre Dak et Ténébra, mais non. Voilà. Non, en fait, Hordak, faux Hordak, il a tout simplement flingué du temps d'écran à Hordak. Ouais, d'accord. Il a servi juste à des blagues de merde et à flinguer du temps d'écran pour Hordak. Alors qu'on aurait pu continuer la dynamique en Hordak en Trapta, qui était un des meilleurs points de la saison 3. Mais non. Non, non, non. Et enfin, numéro 1, lui, c'est la meilleure de toutes, Horde Prime. On passe de Empereur Palpatine, épisode 6, à Empereur Palpatine, épisode 9. Et encore, même Palpatine dans l'épisode 9, il est moins con, je trouve. Non, parce que le mec est censé être omniscient, tout ce que tu veux, machin. Mais bon, déjà, il est pas capable de localiser She-Ra, alors qu'elle est juste devant lui, quoi. Il est pas capable de les appréhender alors qu'il a des tas de clones qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Il veut extraire le cœur. Comment? On sait pas. Il veut détruire l'univers pour avoir la paix, mais lui, il va crever dans le processus, il s'en fout. Voilà. Et à la fin, il devient fou. Pourquoi? Non, mais Horde Prime, c'est une blague, ce mec. Il était classe au tout début de la saison 5, même dans sa première apparition en fin de saison 4, il était classe. Mais dès l'épisode 5 de la saison 5, c'est une blague, ce mec. C'est juste une blague. Et c'est con pour le méchant de fin. Hein. C'est con que le méchant de fin soit le pire. Qu'il soit pas le meilleur, ok, mais qu'il soit le pire, wow. Et ouais. Bon, bah, bah, mention déshonorable, bah, bon, alors si, je vous dis d'avance, il a fallu que je fasse du tri, donc, bah, Fougor et Fordak. Numéro 3, bon, ben, c'est Glacia saison 2, 3, 4, 5, et Faucon des mers. Numéro 2, c'est Horde Prime, pour les raisons que vient d'évoquer Xana. Et numéro 1, ben, c'est 4A. Et c'est ironique, parce qu'en fait, 4A, si vous enlevez la saison 5, c'est le meilleur perso de la série, mais il y a la saison 5, donc du coup, c'est le pire perso de la série, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Parce que du foutage de gueule intégral, et donc pire personnage de la série. Dommage, hein, elle pouvait être le pire, le meilleur sans la saison 5. Dommage, hein. Vraiment dommage. Voilà, voilà. Je trouve que tout le monde est passé, donc si tout le monde a quelque chose à rajouter. Je vais conclure en disant que She-Ra, ça aurait pu tellement être bien mieux que ça. L'instinct pour tous est gâché. Oui. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le terme qui correspond vraiment à cette série. J'ai connu des séries qui étaient pires que Syrah, mais pas beaucoup d'autres séries qui m'ont autant déçu à la fin. Bah, après, faut pas déconner, hein, c'est pas non plus la pire série du monde. J'ai pas Bon, dit alors, ça, est-ce hein. que c'est pire que Steven Universe? Ça se Non. discute. Est-ce que c'est pire que Star Butterfly? Clairement pas. Je préfère légèrement Star Butterfly parce que je sens quelque chose à sauver dans l'univers de Star Butterfly. Avec Syrah, j'ai même pas d'idée. Mhm. Ah, mais après, c'est pas la pire série ever, hein. Dire qu'elle Bah est non, ça faut pas imbuvable, exagérer non plus. Non, 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 mais ce en c'est pas la fait, pire c'est sérieuse. pas que c'est pas que c'est la pire,
C'est juste que on arrive peut-être à un point de saturation, quoi. Voilà, c'est surtout En ça, mode, c'est en ça mode, sature. on a des séries qui sont censées raconter quelque chose de sérieux, alors qu'ils le font à moitié et qui se concentrent sur des gangs de merde. Ah non, mais là-dessus, je suis totalement comme Mario, je sature, hein. Après, si Je voudrais l'univers, ça faire Star une, Butterfly et des trucs comme ça, je sature. Parce je que, voudrais faire je voudrais faire une micro mise au point là-dessus. On ne trouve pas une seule seconde que c'est une série imbuvable, contrairement à ce que certaines personnes pensent en commentaire sur les vidéos de non, faut pas Mayolet. déconner, c'est pas horrible. C'est pas horrible, Hmm. hein. Ça se Là où c'est regarde. Je veux dire, moi, ma sœur, elle regardait ça pour passer le temps entre 2 heures de cours, quoi. c'est-à-dire, She-Ra, pour moi, c'est devenu très compliqué à regarder à partir de la saison 5. Les autres Oui. saisons, on peut dire que j'ai pris un peu de plaisir à la regarder. J'ai été trop gentil avec les saisons 1 et 2, mais bon, c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises, hein. Par contre, la saison 5, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de totale merde. Et franchement, là-dessus, je viens totalement rejoindre Mayo. Je suis désolé, mais quand je vois des gens s'extasier devant le traitement de Catra dans la saison 5, ça me fait déprimer sur l'humanité, hein. C'est- Voilà. Mhm. Mais surtout qu'il n'y a aucun argument pour justifier ça, en fait. En fait, ça vient surtout de tous ceux que, genre, bah, en fait, le couple Catra-Adora, c'est là que ça fait peur, c'est qu'il était déjà là avant la saison 5. Ouais. J'ai Enfin, regardé, je suis tombé sur des tas de fanart du couple Adora-Catra, alors que la saison 4 n'était pas sortie. Mais enfin, à ton avis, pourquoi il a été fait, ce truc, à la fin? C'est pour faire à la fanfiction, pour faire plaisir aux fanboys. Mais c'est ça. Parce que là, tu viens confirmer ça, en fait. Ouais, enfin bref, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, on va pouvoir, à ce par-ci, ça, on va s'arrêter. Non, j'ai plus rien à rajouter. Je pense que tout a été dit, me semble. Ok. Bon, bah, du coup, on va vous laisser et à une prochaine fois, en espérant que cette fois-ci, le vote sera une série pas mal. Hum, à la prochaine. à la prochaine. Ouais.